Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle critique, cette nouvelle vidéo en direct. Je vais pas vous cacher, hein, c'est pour ça que j'ai un café et que j'ai une tête qui peut ressembler à un mort. En direct d'une gueule de bois. Excusez-moi, j'ai fait la fête hier soir et du coup j'ai pris en moins un bon 7-8 heures à me réveiller. Donc du coup ça m'a permis de regarder quelques films. Et dans ces quelques films, il y a un film qui m'a inspiré d'une critique justement. C'est le film Warding Do Not Play, film sud-coréen réalisé par Kim Ji-won. Kim Ji-won qui a fait, c'est son troisième film et qui a pas fait de film depuis 10 ans. C'est le premier film, il datait de 2007 et 2009. Je les ai pas vus, mais bon, il a quand même fait 10 ans sans faire de film. Il me semble que c'est un projet en plus qui a pris plusieurs années à se faire, donc quelque chose d'important pour lui, je pense. Et c'est un film qui raconte l'histoire d'une jeune réalisatrice qui s'appelle Mi Jung, qui pendant des années cherche de l'inspiration pour écrire un film d'horreur qui a un rapport avec les salles de cinéma. Et du coup, pour trouver l'inspiration, elle va essayer de chercher un ancien film d'étudiant qui a été censuré, ou du moins caché pendant des années et qui encore maintenant est introuvable, pour chercher l'inspiration. En gros, elle veut plagier. En gros, hein. Et c'est un film qui pose problème tout en ayant des bonnes idées. Je vais venir sur un point, c'est l'américanisation. Pendant des années, les Américains ont influencé le cinéma mondial, presque, sauf le cinéma indien, donc c'est-à-dire Bollywood, où ils ont leur propre style, ils ont leur propre manière de filmer. Ça n'empêche qu'il y a quand même quelques petites exceptions, mais je veux dire, le cinéma américain n'a pas influencé cette partie-là. Peut-être le nouvel Hollywood, mais c'est vraiment une concurrence, c'est deux produits totalement différents quand on regarde deux films, chacun à leur patte. Et le cinéma asiatique, la plus grande majorité du cinéma asiatique. Le cinéma asiatique avait toujours pris ce que les Américains faisaient en ajoutant de la poésie, de la métaphore et surtout à propos de fond beaucoup plus intéressant sans rentrer dans une forme de caricature. Donc ils se sont un peu écartés. Là où la France, qui est née avec la nouvelle vague, où les Américains se sont inspirés de la nouvelle vague pour créer le nouvel Hollywood, et depuis créer toute cette industrie du cinéma américain, qui après est revenue en France. Et donc c'est pour ça que des fois, nous les Français, on se met à partir aux États-Unis ou à faire des films typés comme américains. Ça se voit de plus en plus, hein, au fil des années, c'est quelque chose qui est de plus en plus actuel. Là où le cinéma asiatique, surtout sud-coréen ou japonais, gardait sa propre patte, même si c'est deux cinémas totalement différents, je m'attendais pas à voir un film sud-coréen qui reprend tout ce que fait le cinéma d'horreur américain. Et le pire, c'est qu'il reprend pas le cinéma d'horreur américain, le bon cinéma d'horreur américain, celui qui est amené par James Wan, un truc du genre. Il prend le cinéma d'horreur américain qui a été un peu plus exploité par des studios comme Blumhouse dans 90% de leur production, c'est-à-dire le cinéma d'horreur où on prend des facilités, on essaye de créer un monstre visuellement plutôt effrayant et d'essayer de jouer juste sur cette esthétique du monstre qui va te popper à la gueule de temps en temps et de créer des ambiances où on va te mettre une musique, un moment de silence et quelque chose, un bruit qui te fait flipper. Et c'est quelque chose qui n'avait pas pris part en fait dans le cinéma asiatique, sud-coréen et bollywoodien, mais on va pas parler de ça, mais je veux dire dans l'esprit du cinéma asiatique. Et en regardant ce film, en fait, direct dès la scène d'intro, on se rend compte qu'en fait, même là-bas, ça se fait. Le cinéma sud-coréen est toujours très difficile à trouver. Y a que les grosses productions ou les films qui font partie qui viennent jusque dans nos festivals, dans les festivals internationaux, qui arrivent à trouver leur place sur internet ou même en VOD ou même surtout dans nos salles de cinéma. On les trouve plus facilement sur internet évidemment, mais on n'arrive jamais à se les procurer et surtout en très bonne qualité. Et Warding Do Not Play a réussi à se faire une petite réputation parce qu'il a fait partie du festival de Gérardmer. Je sais plus si c'est 2019 ou 2020, il me semble que c'est ce 2020 là, et il n'a pas fait l'unanimité dans ce festival. Par curiosité, j'ai regardé, parce que le cinéma d'horreur sud-coréen, j'en vois très peu. C'est un genre qui est souvent introduit dans des films qui mélangent plusieurs genres, comme le Parasite ou etc. Mais jamais un film entier concentré sur l'épouvante, l'horreur, bien que là, c'est un film d'épouvante horreur plus aussi enquête. Et ce Warding Do Not Play est problématique. Très problématique. Tout ce que je disais sur le cinéma d'horreur américain dans ce film, c'est-à-dire que on va avoir ces nombreuses scènes noir, qui joue un petit peu sur les couleurs rouges, etc. Où il y aura de la musique de tension derrière, un moment de silence, et d'un seul coup, le monstre qui va commencer à intervenir et à faire une sorte de jumpscare. Bien que le jumpscare là n'est pas assez poussé,
parce que c'est des très mauvais jumpscares avec souvent des jump cuts assez mal foutus, ou des fois une apparition un peu trop soudaine. On a aussi tout ce mythe au côté de la créature, du démon, etc., qui est pas trop expliqué. Ça gêne parce qu'en fait tu te demandes comment il fonctionne, qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est un démon, est-ce que c'est une malédiction. Parce qu'en plus le film essaye de jouer sur un côté méta, ce qui fait que on ne sait pas si on est vraiment dans le film ou dans l'histoire de la réalisatrice ou dans l'ancien film. On ne sait pas en fait dans quel contexte on est, parce qu'à chaque fois on va se faire notre petite idée et dans le plan d'après ça va être détourné. C'est un côté méta qui dans le fond aurait pu être intéressant, mais qui quand tu y réfléchis en fait ça peut être tout et n'importe quoi et tu peux l'expliquer de diverses manières, donc du coup ça te crée pas un propos de fond qui fonctionne en fait sur la durée. À la fin du film, on se demande encore où que c'est qu'on était projeté dans le film, dans quel moment tout ceci existe et cohabite ensemble. Donc c'est quelque chose qui fonctionne pas des masses. En plus, on a là, pareil, dans l'américanisation, on va avoir un film d'horreur plutôt réaliste, bien que des fois avec des apparitions démoniaques pendant tout le film, pour avoir ensuite après un climax qui part un peu dans tous les sens, et qui au final n'est pas très cohérent. On a ça dans le cinéma d'horreur, mais on a ça aussi dans les films de super-héros. Le premier qui me vient en tête, c'est par exemple Wonder Woman. On a vraiment un film de Seconde Guerre mondiale assez prenant et avec certes une figure héroïque en plein milieu, mais quelque chose de plutôt réaliste avec une bonne morale, etc. Où à la fin, sans qu'on a demandé quoi que ce soit, une grosse scène de baston avec plein d'effets spéciaux qui peut rendre classe, mais qui dans le propos de fond et dans ce que voulait faire le film rend quelque chose de plus conventionnel qu'autre chose. Alors exactement la même chose dans ce film. Le film aurait pu être coupé un bon 5 fois à la fin, à divers moments pour arrêter, sauf que ça essaye toujours d'en faire beaucoup plus en fait, ce qui fonctionne pas. Ça n'empêche quand même que c'est un film sud-coréen, donc du coup il y a toujours un propos ou des ambitions de réalisation qui fonctionnent. Je pense à une scène que j'ai beaucoup appréciée dans le film, où la réalisatrice va rencontrer l'ancien réalisateur du court-métrage qui a été banni, etc., et qui a 10 ans de plus du coup. Et cette scène, la première rencontre entre les deux, il y a un gros plan sur l'actrice, sur la réalisatrice qui essaye de trouver l'inspiration, qui va découvrir un peu comment est ce réalisateur 10 ans après. Et après, on ne va pas avoir un gros plan sur l'autre visage, mais on va avoir un gros plan sur les mains qui tremblent et la clope au bec pour montrer qu'il est traumatisé. Et c'est une scène que j'ai beaucoup appréciée parce que, sans rien avoir de particulier, le fait qu'on cache le visage pendant les premiers plans de cette rencontre du réalisateur 10 ans après, mais qu'on voit juste ses mains qui tremblent, sa façon de marcher, sa façon d'être totalement anéanti par son œuvre. Ça crée de la tension en fait, c'est vraiment quelque chose qui crée de la tension parce qu'on est dans l'inconnu, même sans voir le visage de l'acteur, on sait ce qu'il ressent 10 ans après avoir terminé son œuvre et toute la folie qui l'entoure. Folie qui entoure ce réalisateur, c'est un peu également une sorte de métaphore aussi du réalisateur maudit par son œuvre. On a beaucoup de réalisateurs qui ont été maudits par une œuvre ou par un film ou par un tournage depuis toute l'histoire du cinéma. Je pense le premier qui me vient à l'esprit, c'est par exemple Terry Gilliam avec son Don Quichotte, mais même si c'est pas le plus flagrant quand on regarde le film, mais des réalisateurs qui ont fait une œuvre et qui après ont été dans une sorte de dépression constante par rapport aux critiques, par rapport aussi au fait qu'ils étaient pas fiers, ou par exemple juste à un tournage qui a mal tourné et qui ont totalement un tournage qui a totalement traumatisé un réalisateur. Donc il y a beaucoup de rapports à tout cet aspect de réalisation, un côté méta par rapport au cinéma d'aujourd'hui qui ne fonctionne pas tout le temps. Aussi il y a une gestion de la lumière qui des fois est impeccable et des fois qui est absolument dégueulasse. Je pense à la scène d'intro, elle est dans le noir complet, on voit qu'ils essayent d'éclairer le personnage, mais même moi avec ma télé Full HD 4K, avec des lumières, des couleurs HDR machin, et en mettant dans le noir complet, j'ai pas réussi à regarder cette première scène, je ne voyais absolument rien. Et aussi tout le film est en cinémascope, du coup ce qui fait que quand elle va regarder l'ancien court-métrage d'il y a 10 ans qui est filmé en 4 tiers, on va voir le 4 tiers qui est en dessous superposé au cinémascope, donc du coup on va avoir des barres en haut, en bas et sur les côtés. Du coup ça fait une sorte de recadrage un peu particulier et j'aime pas en fait, j'aurais préféré que ça change de format, ça m'aurait pas dérangé, étant donné que c'est cohérent en fait avec le fait que ça soit un ancien court métrage, etc. Mais je sais pas pourquoi ils se sont déterminés à ne pas faire ce changement de format et laisser le cinémascope par au-dessus. Mais Warning Do Not Play, ou ça s'appelle
Hamjeon en sud-coréen. Je sais pas, il y a quelque chose d'intéressant dans le fait que le cinéma sud-coréen et même asiatique en général commence à s'inspirer de ce que fait les Américains de façon un peu moins simpliste, avec toujours un peu plus de poésie que le cinéma américain et beaucoup moins de tape à l'œil. Mais on se rend compte de l'interprétation des deux films en fait, de comment les différentes formes de cinéma et de comment le public en fait attend une œuvre. Et c'est assez intéressant. C'est pas un film qui va vous taper à la gueule et qui va être bien en somme. C'est pas un excellent film et c'est même pas, je pense, un bon film. Mais c'est un film qui est intéressant justement dans cet aspect. Une autre forme de cinéma essaye de faire comme quelque chose qui est devenu lambda en Occident. Et c'est plutôt intéressant de voir ce côté-là plutôt que de suivre le film en général. Film qui en plus a l'audace de copier la majorité du scénario de Ring, la saga japonaise. Hein. Parce que c'est vraiment, tout comme la réalisatrice dans le film, un plagiat assumé. Voilà, donc le film fait l'apologie du plagiat dans son scénario, plagie Ring et essaye de copier le cinéma américain. Comme quoi ce n'est pas vraiment un bon film, bien qu'il y a certains plans, certaines scènes et certaines idées de mise en scène qui fonctionnent, mais dans la globalité sont cachés par des défauts qui viennent de différentes formes d'ambition. C'était ma critique de Warning Do Not Play. J'espère qu'elle vous aura plu et que ça aurait été intéressant, surtout dans son sujet. N'hésitez pas à regarder le film, je pense que ça peut être hyper intéressant si vous mettez l'idée de l'américanisation dans le cinéma sud-coréen. À analyser, je trouve que c'est plutôt intéressant et ça mérite le coup d'œil. Mais ça va pas être le film qui va vous faire la journée et qui va limite vous rester en tête très longtemps. Mais c'est un film très intéressant quant à l'utilisation des codes en fait. C'était Luan, en gueule de bois, mais en fait je me rends compte que je parle mieux en gueule de bois que normal. Donc je vais essayer de me bourrer la gueule plus souvent avant de tourner mes vidéos. Sur ce, à plus pour de nouvelles vidéos et n'hésitez pas à regarder le top 100 et la vidéo collection qui est sortie dernièrement. Bisous, ciao.